Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans le cadre de la suite des vidéos sur Kubernetes que je fais. Donc, l'objectif de cette playlist que j'ai réalisée, c'est vraiment de vous donner les fondamentaux, les rudiments qui vous permettront de facilement attaquer l'univers de Kubernetes et des orchestrateurs de conteneurs. Alors, précédemment, nous avons vu rapidement le contenu du cours et ensuite nous avons un peu développé le principe d'orchestration de conteneurs. Maintenant, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir réaliser cela sur nos postes et les différentes manips qui arriveront par la suite, on va voir comment installer Kubernetes et nous allons l'aborder sur plusieurs angles. Donc, je vais déjà vous présenter le plan de la présentation. Dans ce premier temps, on verra comment installer Kubernetes dans le cloud. Donc, si c'est que je n'ai pas d'infrastructure on-premise, comment est-ce que je fais pour provisionner cela dans le cloud? Ensuite, si je veux plutôt provisionner cela sur du bare metal, on peut s'imaginer que je souhaite déployer ça sur des serveurs physiques dans le data center de mon entreprise. Alors, c'est le cas qu'ici est. Ou encore, on peut décider de développer, de déployer, je veux dire, Kubernetes sur notre machine locale de développeur. Ça peut arriver. Imaginons que vous souhaitez faire des tests et valider vos différents déploiements ou vos différents conteneurs avant de passer en production. Alors, vous pouvez déjà vous mettre dans un environnement de pré-production, de développement sur votre machine locale. Et on terminera par la visualisation de notre interface de gestion de notre cluster Kubernetes au travers de Kubernetes Dashboard. Alors, dans le cloud, comment ça se passe? Vous avez chaque opérateur cloud, donc chaque cloud provider, qui vous fournit une solution tout en un, où vous n'avez qu'à lancer une commande particulière et ça vous provisionne directement votre cluster Kubernetes. Et dans le cas de Google, c'est GKE, qui fait partie des services GCP, donc de Google Cloud Platform, qui permet de mettre en place un cluster Kubernetes hautement disponible. Et bien évidemment, il est parfaitement intégré avec les autres services que propose la plateforme GCP. Ensuite, on a la solution d'Azure. Mais avant de venir sur Azure, je voulais rapidement vous montrer comment ça se passe dans le cadre de Google. Donc, vous avez la commande gcloud container cluster, créée en donnant du conteneur, on fournit le nombre de nœuds, on précise le type d'instance et enfin on peut récupérer les credentials pour se connecter à notre cluster Kubernetes. Azure, bien évidemment, n'est pas en reste et il a son service qui s'appelle Azure Container Service, donc AKS, qui a plus ou moins les mêmes fonctionnalités que sur le cloud que le service Kubernetes sur le cloud de Google et Amazon. On le déploie grâce à la commande Azure, donc l'Azure CLI, donc Azure Login, on se log. Ensuite, Azure Create, on crée le groupe. Et enfin, on provisionne notre cluster Kubernetes en précisant le nombre de nœuds. Alors, ensuite, on a sur AWS. Donc, sur AWS, le service s'appelle EKS et il permet également plus ou moins de faire la même chose, c'est-à-dire de provisionner un cluster Kubernetes avec un nombre de nœuds qu'on aura choisi donc, à notre convenance. La ligne de commande utilisée s'appelle AKS-CTL et bien évidemment, bon, malheureusement, elle n'est pas maintenue par l'équipe Amazon. C'est plutôt par une autre société qui s'appelle WaveWork. Et donc, on peut installer la commande EKS-CTL, donc là c'est sur une machine Mac que les captures ont été prises. Et après, on peut faire EKS Create Cluster et là, on provisionne notre cluster comme il se doit. On vient de voir les solutions cloud. Alors, la France également a son champion OVH qui dernièrement a présenté son offre Kubernetes. Donc, OVH a également sa solution d'orchestration Kubernetes dans le cloud. Maintenant, sur du bare metal, on peut soit décider de déployer un menu, on va dire comme ça, Kubernetes. Donc, ça veut dire qu'il faut installer les serveurs, installer les OS, installer tous les services à la main, avec soit des apt-get, avec soit des yum-install. Bref, vous installez tout à la main. Ce qui veut dire que vous-même, vous allez gérer la partie réseau, donc l'implémentation des plugins qui vont bien. Vous allez gérer le déploiement du DNS, vous allez également gérer le monitoring et le login. Donc, bref, vous allez tout faire à la main. Soit alors, vous utilisez l'outil KeepSpray, qui est un outil qui permet de provisionner, de bootstrapper un cluster Kubernetes sur du bare metal. Donc, bien évidemment, il permet de déployer sur un environnement
Linux, donc c'est distribution Linux. Il permet de mettre en place un cluster hautement disponible et il est disponible notamment sur AWS, sur GCP, sur Azure, sur OpenStack et sur votre propre bare métal. Donc imaginons vous souhaitez provisionner des machines physiques, donc des barres métal sur AWS, alors KubeSpray, ils l'ont également. Donc vous pouvez directement le provisionner à l'aide de KubeSpray, que ce soit sur GCP, sur Azure, ou également la solution open source de cloud qui est OpenStack. Et maintenant, ça fonctionne sur du Ansible, qui est une solution d'automatisation et il est facilement customisable. Customisable au niveau du DNS, au niveau des plugins réseau à utiliser. On verra au niveau des plugins réseau ce que ça donne. Maintenant, pour le développement local, et c'est ce qui nous concerne, nous, dans le cadre de cette playlist que je suis en train de faire sur Kubernetes. C'est le cas qui nous intéresse. Alors, on a trois solutions. Soit on utilise Docker pour Mac ou Windows, ou on utilise Minikube, ou encore on utilise KubeADM pour faire du déploiement multinode. Donc, Docker pour Mac ou Windows, c'est pour une solution all-in-one, donc sur une machine, et Minikube également. Donc, pour Docker sur Mac et Windows, vous avez directement Kubernetes qui est désormais intégré et qui se trouve ici. Donc là, par exemple, on précise qu'on est en version 1.v1.9.2 de Kubernetes. Maintenant, Minikube, donc lui, c'est un outil tout en un qui permet de faire un déploiement de Kubernetes sur une VM. Donc c'est du single node. Il utilise trois composants. Le premier, c'est VirtualBox. Le second, c'est kubectl. Et le troisième, c'est Minikube. Alors, VirtualBox, c'est tout simplement pour déployer la VM, l'ISO qui sera téléchargée et qui contient déjà en fait l'installation de Kubernetes. kubectl, c'est la ligne de commande de Kubernetes. Et enfin, Minikube, c'est la ligne de commande qui va permettre de piloter un VirtualBox pour le déploiement de la VM Minikube et deux, pouvoir interagir directement avec Kubernetes. Donc l'installation est très simple, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Donc vous pouvez récupérer VirtualBox, ensuite vous récupérez la ligne de commande et enfin vous récupérez Minikube. Donc voilà ce que ça donne plus ou moins. On installe la ligne de commande sur Kubernetes, mais bien sûr je le ferai en exemple. Ensuite, kubectl, on va la version, on récupère le binaire de Minikube, on le met dans le répertoire qui va bien afin de directement taper Minikube sans pour autant préciser le répertoire où se trouvent les fichiers. Et enfin, on fait Minikube start. Voilà, et là, la VM est provisionnée. L'ISO Minikube est téléchargé, la VM est déployée, on récupère son adresse IP et on peut bien sûr y accéder facilement. Ensuite, on a la solution KubeADM qui est un toolkit qui permet de déployer un cluster Kubernetes en suivant les bonnes pratiques. Il est intégré dans plein d'outils d'automatisation tels que Terraform, Ansible, voilà. Donc, les prérequis matériels et logiciels. Donc, il est basé sur Linux, il faut au moins 2 Go de RAM, 2 CPU. Bien évidemment, il faut une connectique réseau entre tous vos hôtes. Il faut désactiver la swap. Il faut que les machines soient uniques, bien évidemment. Et il faut ouvrir certains ports. Donc, au niveau du master, par exemple, on aura besoin d'ouvrir le port de 2376 à 2380 pour l'ETCD. Et pour la communication avec l'API, c'est le 6443. Voilà. Voilà quelques ports comme ça, mais vous l'avez dans toutes les documentations. Au niveau du coup de chaque machine qui hébergeront le cluster, il faut Docker d'installer, KubeADM et Kubelet. Kubelet est considéré comme le client Kubernetes qui va interpréter les ordres qui viendront du master. Ensuite, sur la machine locale, donc sur votre machine à vous, vous pouvez juste avoir kubectl, qui est la ligne de commande qui vous permettra d'accéder à votre déploiement, à votre infrastructure Kubernetes. Maintenant, comment installer le dashboard? Alors, le Kubernetes Dashboard, c'est une interface web qui permet de gérer notre cluster. Donc, ça va nous permettre, par exemple, de voir quels sont les différents objets qu'on aura créés, les différentes applications qu'on aura mises en place, les nœuds de notre cluster, pouvoir les administrer, les supprimer, les créer, bref, faire plein de choses. Et sans plus tarder, voilà à quoi ressemble l'interface. Vous avez le CPU, vous avez la mémoire qui est utilisée, vous avez également les workflows. À gauche, vous avez les différents objets Kubernetes qui ont été créés, les secrets des config maps. Tous ces objets à gauche, nous les verrons dans le cadre de ce cours. Donc, ne vous inquiétez pas,
L'objectif pour l'instant, c'est de constater qu'il nous remonte l'ensemble des informations de notre cluster et qu'on peut interagir avec. Voilà. Donc pour installer le cluster, c'est très simple. Le dashboard, je vais dire, c'est très simple. Soit vous récupérez le fichier .yaml qui décrit, donc le manifeste YAML qui contient, je veux dire quoi, le fichier YAML, le manifeste YAML qui contient le déploiement de Minikube, pas de Minikube, je veux dire, du dashboard, du Kubernetes dashboard. Ou alors, si vous utilisez Minikube, vous faites tout simplement Minikube enable add-on dashboard. Donc voilà, on verra plus ou moins la commande tout à l'heure. Mais pour vous dire, c'est plutôt simple. Alors, donc deux méthodes. Première méthode, on fait du coup du kubectl proxy, voilà, avec le fichier que vous pouvez retrouver partout sur Internet, hein, qui permet de déployer directement le dashboard de Kubernetes. Ensuite, vous pouvez, si vous utilisez Minikube, vous faites Minikube dashboard et il va faire plus ou moins la même chose qu'il y a ici, mais en tenant compte de l'environnement particulier qui est Minikube parce que c'est du single node. Et enfin, pour mettre à disposition le service dashboard, on fait du coup du kubectl proxy. Voilà, et on peut aller sur cette URL et constater que nous avons bien notre dashboard disponible. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Tac. Donc là, on va faire un petit labs pour s'amuser, pour le fun. Tac. Alors, pour la partie lab, hop là, pour la partie lab, je vais déjà virer tout ça, tous mes tests là. Boum. Voilà. Tac. Voilà. Je suis sur quel snapshot? Boum. Ok. Tac. Tac. Je regarde rapidement mon IP. Ok. Je peux du coup aller sur mon client SSH. Bonjour, j'aime ouvrir plusieurs consoles parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur mon infrastructure. Alors, je passe systématiquement en sudo. Alors, ce n'est pas une bonne pratique, bien évidemment, je le sais, mais bon. On va dire que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Donc, normalement, vous devez avoir un utilisateur particulier avec lequel vous réalisez les opérations. Dans le cadre de ce cours, moi, je ferai comme ceci. Voilà. Donc, les étapes d'installation sont les suivantes. Je vous le mettrai bien sûr on va dire quoi, dans la description de la vidéo. Ou alors, vous pouvez m'écrire directement en privé et je vous enverrai les différentes commandes. Mais grosso modo, il n'y a rien de particulièrement fou. Donc, voilà. Je préfère commencer par les firewalls. Ensuite, je préfère également les disable. Voilà. Donc, malheureusement, également, ce n'est pas une bonne pratique de désactiver les firewalls, mais ça permet de se prémunir de certains bugs éventuellement ou de certains mauvais comportements. Donc là, on est bien dans un environnement de développement. C'est pour ça que je me permets de faire cela. On est vraiment dans un environnement de dev. Donc voilà, je peux faire ce que je veux. Mon environnement de production, c'est en coordination avec les équipes sécurité afin de valider ce qu'on est en train de faire. Parce que la désactivation des firewalls peut bien sûr entraîner des attaques sur notre système. Alors, donc je vais appeler ça disable firewall. 2 points. Not a good idea. Voilà. Donc, je récupère, je ne vais pas agrandir. Voilà. Voilà, ok. Donc là, je stoppe et je désactive mes firewalls. Tac, tac. Hop là. Ensuite, si je reviens, pouf. J'installe ensuite Docker. Donc je récupère le script d'installation de Docker. Non, pas ça. Voilà. Ensuite, j'installe Docker. Tac. Bon, là, il va prendre un peu de temps parce qu'il va télécharger les sources et tout ce qui va bien. Ensuite, retrieve minikube
Binary. Tac, 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 oui. Ensuite, retrieve. Donc, K8S, c'est pour Kubernetes. Donc, Kubernetes, clean, command line. OK. Donc, pendant que Docker est en train d'être installé, je vais en parallèle lancer la récupération de Minikube. Tac, c'est pour ça effectivement que j'aime avoir plusieurs consoles. Donc, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez facilement voir ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc, ici, bon, la commande est déjà partie. Si je vous montre les deux commandes. Voilà, donc 1, j'ai récupéré le script. 2, j'ai exécuté. Je vais encore un peu zoomer, voilà. Et là, maintenant, je rajoute l'utilisateur. Bon, le route est déjà là, donc pas de souci. Bon, tant pis. Donc, voilà. Ah oui. Si je veux rajouter un utilisateur particulier dans le groupe Docker, pour ne pas être forcément en route pour faire par exemple du Docker PS, alors il me suffit de faire cette commande, c'est sudo usemod, donc j'ajoute l'utilisateur your user dans le groupe. Mais comme je suis en route, bon, ça va, il n'y a pas de souci. Donc je récupère ensuite le binaire. Tac, tac, tac. Voilà. Donc lorsque le binaire est récupéré, je le rends exécutable, bien évidemment, parce que je vais l'exécuter. Ensuite, je le déplace dans le répertoire des binaires afin de pouvoir l'appeler directement en faisant Minikube, même si je me trouve pas dans le répertoire où le binaire se trouve. Et ensuite, je peux récupérer mon... Hop là, non, je voulais pas aller là. Hop là, voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc, récupérer la ligne de commande Kubernetes. Tac. On va y arriver. Voilà. Tac. Donc, je récupère la ligne de commande. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? kubectl. Alors, je crois que peut-être que ma commande, je ne l'entre pas en entier. Alors, il dit, you would like to... Ok, ben, il ne reconnaît pas le certificat, ça serait se mettre par rapport à l'heure. Ok, bon, j'ai pris le fichier. Ensuite, je le rends exécutable. Donc là, j'ai juste eu un problème lié à l'heure parce que le certificat, en fait, que me propose le site de Google, c'est bien la bonne heure, mais sauf que ma machine virtuelle doit être dans une heure décalée. Ouais, le 10 mai. Donc voilà. Ça, c'est l'excès de snapshot. Ensuite, je déplace le répertoire, je déplace le binaire pour pouvoir, par exemple, faire maintenant du cube. C'était voilà. Donc, du coup, ma commande est maintenant là. Ensuite, je lance Minikube. Alors, je vais rapidement expliquer. Minikube Start, comme on l'avait, permet de récupérer la VM. Mais comme moi, je n'ai pas installé VirtualBox, alors je souhaite plutôt déployer Minikube à partir de conteneurs. Ça veut dire quoi? Au lieu que, et là, je vais vous faire un schéma, parce que j'aime bien faire les schémas. Tac. Je vide, voilà. Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du blanc aujourd'hui. Voilà, je vais prendre du black aujourd'hui. Et je vais passer en mode édition. Ok. Donc, lorsque vous avez la machine physique, tac, vous avez et que vous déployez bien sûr Minikube. Ce que Minikube fait, c'est qu'il récupère un ISO sur Internet. Il utilise VirtualBox que vous avez préalablement installé. Voilà. VirtualBox. Et du coup, il déploie dans VirtualBox une VM qui en fait sera Minikube. Et vous pourrez vous y connecter grâce à kubectl. Voilà en fait ce que
l'utilitaire Minikube permet de faire. Minikube. Voilà, c'est une vue de l'esprit, hein, les amis. Minikube. Donc, il pilote VirtualBox. Et VirtualBox, lui, va récupérer ça et ensuite on peut interagir directement avec la VM. Sauf que pour cela, en fait, il faudrait que... pour cela, il faudrait bien évidemment que votre PC ait dessus VirtualBox d'installer. Ma situation, elle est différente. Regardez. Moi, j'ai ma machine physique dans laquelle j'ai VMware Workstation. Et du coup, dans mon Workstation, j'ai une VM. Une VM dans laquelle je souhaite déployer Minikube. Alors, le problème, bien évidemment, c'est que si ici je déploie VirtualBox, en fait, VMware va me dire, non, vilain garnement, je ne peux pas accepter que au-dessus de moi tu mettes encore VirtualBox. C'est pour ça que la méthode là, ce n'est pas celle que j'ai utilisée. Ce que j'ai plutôt fait, c'est que si je vide ça et je reprends mon stylo, voilà, donc j'ai ma machine physique, mon PC, j'ai mon workstation ici, donc VMware Workstation. Voilà. Et donc dessus, j'ai ma VM. Et donc dans cette VM là, au lieu de déployer d'abord VirtualBox, etc., ce que je fais, c'est que je déploie directement Minikube sous forme de conteneur. Donc au lieu que ce soit une VM, ce sera plutôt des conteneurs. Et pour faire ceci, il faut que je rajoute le VM driver à none pour qu'il sache qu'il ne va pas piloter VirtualBox pour pouvoir déployer Minikube. Il va directement déployer Minikube sous forme de conteneur et non au travers de VM. Voilà plus ou moins la situation. Donc c'est pour ça que au niveau du driver, tac. Alors je vais récupérer ma souris. Je l'aurai tout tard. Ok. Donc c'est pour ça que au lieu d'avoir, si j'enlève ça, il va utiliser VirtualBox comme driver de VM. Mais je dis non, plutôt, n'utilise pas. Et la dernière version de Minikube, lorsqu'on dit de ne pas utiliser driver, il déploie directement à partir de conteneurs. Et on va voir ce que ça donne, messieurs et mesdames. Tac. Là, il me fait croire en fait qu'il va déployer une VM. Alors, il me dit, tac, 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 certificat, blablabla. Ok, bah du coup là, c'est encore un problème d'heure. Ok, date. Ok, tac, tac, tac. Il faut que je mette à jour, bien évidemment. Alors, je vais mettre ça là. Voilà. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Je vais du coup regarder si j'ai déjà un serveur NTP. Ouais. C'est bon. Ensuite, je vais essayer de synchroniser avec les serveurs d'Apple pour voir. On va voir si les serveurs d'Apple vont me répondre. Ok. Bon, là maintenant on est passé sur une meilleure heure. On va voir du coup si je retape ma commande Minikube Start. Voilà. Et là, du coup, il récupère ce qu'il me faut. Du coup, là, il va me déployer ceci. Et il me précise que c'est bien sûr du Docker qui va me le faire. Parce que j'ai rajouté l'option None. Et, tac.
Là, il me dit effectivement, il lance KubeADM, ok. Il utilise KubeADM en fait pour déployer les conteneurs comme il le faut. Ok, pas de souci. Donc là, normalement, il va me lancer un certain nombre de choses. Vous voyez, depuis 6 secondes, 13 secondes, etc. Il me déploie quoi? Il me déploie des composants Kubernetes qu'on a vus, notamment etcd, Kube Scheduler. Rappelez-vous, lors du premier cours qu'on a fait, donc le cours passé, on a vu quels sont les composants de Kubernetes. Et donc là, Minikube est en train de me les déployer. Donc pour ne pas perdre plus de temps, je vais mettre la vidéo en pause et on va reprendre dès que ce sera fait.